Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le débrief, notre rendez-vous de la semaine, une parenthèse nécessaire dans le tumulte de l'information. Ici, nous faisons le choix de ralentir pour nous arrêter sur les mots qui ont fait vibrer la semaine. Des arbitrages politiques sur la réforme des retraites au sursaut, de l'école rurale jusqu'à la ferveur qui gagne nos stades. Nous décryptons ce soir ces paroles qui misent bout à bout, dessine le nouveau visage de l'actualité. Et avec nous, pour analyser et décrypter l'actualité de la semaine, Monsieur Aziz Daouda, vous êtes directeur technique et de développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec nous également, professeur Mustafa Shimi. Vous êtes professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat et politologue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et puis avec nous également à ma droite, Monsieur Rachid Boufous. Vous êtes écrivain et observateur politique. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, nous commençons par cette citation. Le gouvernement confirme qu'il relance le projet de réforme de retraite en concertation avec un collège d'experts nationaux et les partenaires sociaux. Ce sont les propos de Nadia Ftah Al-Alaoui, ministre de l'économie et des finances. Qu'en pensez-vous, Monsieur Shimi, professeur Shimi? Je serais tenté de dire encore une annonce. La même ministre de l'économie et des finances, voici plus d'un an, en décembre 2024, avait annoncé que le dossier de la réforme des caisses de retraite serait étudié et mis en œuvre pour le premier trimestre 2025. L'année 2025 est passée, nous sommes début de 2026, c'est un dossier qui n'avance pas. C'est un dossier qui n'avance pas et c'est donc une réforme qui est bloquée. Je ferai plusieurs observations sur ça. Alors, pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué alors qu'il y a de fortes contraintes. Vous savez que les caisses de retraite, dans un avenir prévisible, dans 2030 et au-delà, etc., seront dans une situation financière intenable. Donc ça, voilà le premier élément à prendre en considération. Problème donc de viabilité financière pour ce qui est de la CMR, évidemment, de la CAR, de la CNSS, etc. Alors, quelles sont les causes de cette situation? Les causes sont au moins de deux ordres. D'abord, les pressions financières, c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus assurer le paiement des retraites. Et il y a également des raisons structurelles démographiques. Pourquoi les retraites sont payées par les actifs? Ce sont les actifs qui payent les retraites. Or, l'évolution du tableau des actifs et des retraités est intéressante depuis 1980. Je vais vous donner rapidement. En 1980, nous avions un rapport de 1 à 7. Il y avait il y avait 7 actifs pour un retraité. Donc c'était suffisant, c'était confortable. En 2000, ça a baissé, c'est 5 actifs pour un retraité. 2015, c'est 3 actifs pour un retraité. 2025, c'est un actif pour 2,2 retraités. Et puis, les prévisions de 2030 sont encore plus inquiétantes, c'est-à-dire qu'il y aura un actif pour 1,8, c'est-à-dire une situation de déficit de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien aborder ce dossier. Le gouvernement, il a des propositions ternaires sur 3 types. D'abord, sur l'allongement de la durée du passage à la retraite, 65 ans, il travaille sur 64-65 ans. Également, l'augmentation des cotisations de retraite. Et dernier point, la baisse des pensions. Voilà en gros ce qu'on appelle donc des réformes paramétriques qui sont dans la corbeille du gouvernement et qui n'ont pas été acceptées par les syndicats. Problème, le dialogue social. Normalement, la question des réformes de caisse de retraite, c'est un gros dossier au niveau donc, du dialogue social qui est en panne, vous le savez, alors qu'il avait été prévu qu'il soit institutionnalisé et continu suivant des orientations données par le souverain. Voici 3 ans.
dans un discours. Il y a tout de même un appel au dialogue, on va le voir dans la citation qui suit toujours de Nadia Ftah El-Alaoui. Donc le gouvernement ne souscrit pas à une vision alarmiste des syndicats et veut relancer le chantier de la réforme des retraites par un dialogue constructif. Donc là, il y a quand même un discours d'apaisement, un appel, une ouverture vers le dialogue. Oui, mais ça reste un discours. Avancer. Un dialogue constructif, ça appelle donc la relance du dialogue social avec les 5 organisations syndicales considérées comme les plus représentatives, donc, et puis l'examen des dossiers. Les études existent. Les études existent sur toutes les projections. C'est des études actuarielles, on appelle ça, c'est-à-dire en prenant compte les évolutions sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont été faites par les uns et les autres. Elles sont sur le bureau du gouvernement et des ministres concernés. Le problème, c'est comment enclencher le dialogue social. Alors, la ministre de l'Économie et des Finances dit que ça va être préparé avec des comités nationaux d'experts et les organisations syndicales. Qu'est-ce que les comités nationaux d'experts envoient? C'est un travail qui est fait en amont et qui doit être remis au gouvernement. Et c'est à partir de ça que le gouvernement peut affiner sa position. Donc, nous sommes dans une situation de blocage qui pénalise le dialogue social et qui crée un climat tout à fait préoccupant. La difficulté, un mot encore et je conclue, la difficulté pour ce gouvernement, c'est d'avoir reporté d'année en année le contenu, la dimension du dialogue social, en particulier le problème de la réforme des caisses de retraite, et il se retrouve coincé maintenant en janvier 2026 avec ce gros dossier sur la table, qui est un dossier extrêmement éruptif. Éruptif, et je doute que dans un contexte électoral, en tout cas préélectoral maintenant, puisque les élections législatives sont prévues en septembre de 2026, je doute que le gouvernement ait la capacité politique et la volonté de mener à bien ce dossier. Vous parlez d'un climat préoccupant, d'un dossier qui, selon vous, n'avance pas. Monsieur Daouda, justement, sur ces dernières années, quelles avancées sur le terrain? Est-ce qu'il y a tout de même des mesures et des choses qui ont été faites? Il y a eu des tentatives, tout au moins, qui n'ont pas abouti, et il est certain qu'elles ne vont pas aboutir. Parce que tout le problème, c'est que le système de retraite au Maroc est un héritage de la période du protectorat, qui n'a pas évolué comme il n'a pas évolué d'ailleurs en France. Et d'ailleurs, la première des choses que devraient faire les syndicats, le gouvernement et tout le monde, c'est de se départir un peu de la philosophie qui a été derrière ce projet qui, par la suite, est devenu quelque chose de consacré, puisque ça fait quand même, depuis l'indépendance, que nous avons le même système de retraite qui n'a pas évolué du tout. C'est comme le disait Sissimi, c'était une part d'actifs qui paye pour ceux qui sont à la retraite. En fait, la donne démographique a changé. Les données, parce que quand on dit qu'il y a moins d'actifs, en fait, il y a plus d'actifs. La vérité, c'est qu'il y a plus d'actifs. Mais ils ne sont pas dans le secteur public, par exemple, pour ce qui est des fonctionnaires. Ils sont dans d'autres secteurs. Oui, ils ne sont pas déclarés. La première réforme entamée, celle de rassembler toutes les caisses en une seule, etc., c'est pour compenser un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a par ailleurs une activité économique qui est florissante, qui est en développement. Mais il y a tout un secteur informel qui échappe à la donne. Mais il y a aussi la philosophie aussi de ce système de retraite qui a fait son temps. Moi, je pense qu'on devrait avoir le courage, syndicats comme gouvernement, comme citoyens, de remettre tout ça à plat, carrément. Mais trouver des petites solutions qui vont peut-être marcher pendant encore une dizaine d'années. Mais au-delà, que va-t-il advenir des retraites de ceux qui ne sont pas aujourd'hui concernés parce qu'ils sont encore enfants, mais ils vont arriver à ce même constat dans 20, 30 ans. D'où la nécessité de réformer cette retraite de manière urgente. De la revoir de fond en comble. De fond en comble. Vous parliez du volet économique, Monsieur Boufous. L'enjeu principal ici, aujourd'hui, c'est la survie financière des caisses, finalement. Oui, mais comme l'ont dit mes amis, le problème, encore une fois, est un problème démographique. C'est la base de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actifs, pour qu'ils puissent demain sortir à la retraite, il faut qu'il y ait une relève qui puisse payer leur retraite. Or, nous faisons moins d'enfants aujourd'hui. Nous sommes à 1,8, 1,9 enfants par couple. Nous avons fait notre transition démographique en 2004. Les gens vivent plus longtemps. Donc, quand ils sortent à la retraite en 60 ans, avant, les gens passaient quelques années, puis mouraient, décédés. Maintenant, les gens vivent. Quand ils arrivaient à 60 ans. Exactement. Les gens, aujourd'hui, à 80 ans, ils sont encore là, ils touchent encore une retraite. Donc, il y a un problème de relève démographique.
Donc ça pose le problème de la famille, le problème de l'aide à la famille aussi. Quand on sait qu'aujourd'hui, la famille elle-même est en crise, nous avons des chiffres aujourd'hui, de 2017 à 2022, il y a eu 600 000 divorces. Et les femmes divorcées rechignent à se remarier, et même quand elles se remarient, rechignent à avoir des enfants. D'accord ? Même l'âge du mariage aujourd'hui, il a dépassé les 30 ans. Il a reculé, effectivement. Donc nous avons aujourd'hui plus de 500 000 femmes, c'est-à-dire 3% des femmes au Maroc, 500 000 femmes sont divorcées. Donc il y a un vrai problème de société, de natalité, mais aussi de la famille. Donc si le gouvernement ne fait pas un travail là-dedans, d'accord, pour encourager justement les jeunes couples à avoir plus d'enfants. L'enfant, ça coûte cher aujourd'hui. Ça coûte cher, pourquoi ? Parce que ça coûte cher en matière de santé, ça coûte cher surtout en matière d'éducation. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement réellement intéressant pour les familles, parce que ce qu'on leur donne aujourd'hui comme aide, c'est rien du tout, à travers la CNSS, mais surtout, on ne leur donne pas d'aide à la scolarité, c'est-à-dire des choses qui doivent être importantes pour les accompagner quand d'autres pays payent jusqu'à 1 000 dirhams, 2 000 dirhams, 3 000 dirhams par enfant. Ils encouragent justement cette natalité. C'est là où il faut réfléchir. Dire aujourd'hui ces questions les caisses vont être en faillite. Il faut le voir. 2035, si on ne trouve pas d'argent, d'accord, nous avons 10 ans devant nous. Si nous ne renversons pas la vapeur, elle sera en faillite. Comment on va faire? D'accord. D'autant plus qu'aujourd'hui encore, ce problème de retraite pose aussi le problème de tout ce travail informel qui est en dehors de toute législation, qui est en dehors de toute norme, c'est-à-dire en matière de retraite. Et ces gens-là, qui sont dans l'informel, demandent aussi à ce qu'il y ait une solidarité nationale continue, notamment dans le secteur de la santé. On ne peut pas aujourd'hui ne pas participer à la solidarité nationale, que ce soit en cotisant dans les systèmes de prévoyance sociale et demander à être soigné par la collectivité. Donc il y a donc il y a un problème aussi de communication, d'accord, du gouvernement vis-à-vis de la population pour leur dire votre intérêt demain. Vous allez vieillir demain, d'accord. Si vous voulez avoir des retraites, il faut d'abord cotiser et il faut faire plus d'enfants, d'accord. Et par rapport à la géographie du Maroc, les 700 000 km², c'est un pays très peu dense, d'accord. Nous avons besoin au moins du double de la population actuelle au Maroc pour qu'on puisse au moins arriver à avoir une société équilibrée dans les chiffres économiques, macroéconomiques. Une crise démographique donc qu'on vit silencieusement aujourd'hui. C'est une crise démographique qui est venue de problèmes sociaux qui ont longtemps duré dans le temps. D'accord ? Il faut savoir que les salaires sont bloqués depuis les années 80 avec le plan d'ajustement structurel, etc., que même les évolutions justement des salaires n'ont pas été conséquentes. Le train de vie, le coût de la vie a augmenté, on ne l'a jamais compensé. Les 23% d'inflation qu'on a eu depuis 2019, elle est additive, l'inflation. Il ne faut pas dire que simplement on l'a eu sur 1,8 sur une année. Il faut additionner les autres années. Tant qu'elle n'est pas négative, elle est additionnelle. Donc ces 23% aujourd'hui de surenchère du coût de la vie n'ont pas été absorbés par du pouvoir d'achat. D'accord ? On n'a pas donné aux gens, donc on n'a pas réformé même les salaires aujourd'hui. Pourquoi ne pas donner du pouvoir d'achat, permettre aux gens un peu plus d'aisance pour qu'ils puissent avoir un train de vie qui leur permette d'avoir plus d'enfants, plus d'actifs. Et puis, il faut que l'État investisse dans les secteurs sociaux et notamment dans l'aide à la famille, si on veut que demain, on puisse solutionner ce problème. Voilà. Justement, là, on va faire une transition et parler d'un autre secteur clé, c'est celui de l'éducation. Autre citation, donc le taux de généralisation de l'éducation préscolaire en milieu rural a atteint 81%, ce qui est désormais supérieur à celui observé en milieu urbain. Donc, ça a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Sahimi, que pensez-vous de ce chiffre? Comment expliquer cette amélioration? Pouvez-vous analyser la situation? Ça peut paraître de prime abord comme étant quelque chose de paradoxal. Ce n'est pas souvent qu'on a une situation dans le monde rural qui est meilleure que celle dans le monde urbain. Vous avez cité l'exemple donc de
du préscolaire, l'éducation dans le préscolaire, le taux est de 81% dans le monde rural, il est de 70% dans le monde urbain. Ça tient à un certain nombre de facteurs, lesquels d'abord, il est plus facile de lancer des opérations pour ce qui est du programme préscolaire dans le monde rural, parce que d'abord il y a la disponibilité du foncier, il faut le dire, eh oui. Dans le monde urbain, il n'y a pas de foncier. Quand il y a un foncier, il est prohibitif. Deuxièmement, il y a des possibilités sur place. C'est-à-dire, il y a les écoles dans le monde rural et en annexe, on a mis au point donc, des classes supplémentaires pour ce qui est du préscolaire. J'ajoute le fait qu'il y a l'intervention de l'INDH. L'INDH n'intervient pas dans le monde urbain et c'est extrêmement important le travail qui est fait par l'INDH pour ce qui est donc de ces programmes sociaux, notamment pour ce qui est de l'éducation. Donc c'est quelque chose d'encourageant, avec simplement cette réserve, c'est la qualité de la formation. La qualité de la formation dans le préscolaire qui doit être revue et corrigée, et puis la définition d'un modèle. C'est-à-dire qu'on fait, vous savez, j'ai le sentiment qu'on a des politiques par silos autonomes, vous savez, comme les silos de blé, etc. C'est-à-dire, il y a l'éducation dans le monde urbain, il y a l'éducation dans le monde rural, et puis il y a dans le monde rural la mixité donc, entre le système traditionnel des écoles et à côté, si je puis dire, donc, ce qui est fait pour le périscolaire, le préscolaire. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il n'y a pas d'uniformisation des textes, des méthodes d'éducation et du contenu de l'éducation. Alors, c'est bien de travailler sur les chiffres, mais les chiffres ne doivent pas dissimuler les problématiques qui restent posées à notre système d'éducation. En tout cas, les objectifs sont ambitieux. Vous parliez de l'INDH tout à l'heure. Avec l'appui de l'INDH et une planification locale rigoureuse, l'objectif du ministère, c'est la généralisation complète à 100% d'ici 2028. Bien sûr, mais il faut travailler avec des objectifs. Le problème, c'est pour faire quoi? Pour quel type de modèle? Quel type de modèle? Quel est le modèle éducatif qui est retenu? Ce qui me gêne souvent dans ces annonces officielles, c'est qu'on met en relief ce que j'appellerais le quantitatif, les chiffres. On ne se préoccupe pas beaucoup du qualitatif. Il y a là quelque chose de fondamental, et puis il y a le problème des relations entre la formation dans le monde rural et l'insertion éventuelle dans les circuits de l'économie. Mais ce taux était à 35% en 2018 par rapport à aujourd'hui, ce taux. Mais bien sûr, non, mais je ne conteste pas la progression quantitative, quantitative chiffrée de ce que dit le ministre. Je m'interroge sur autre chose. Qu'est-ce qui est fait pour que le système scolaire dans le monde rural, donc avec son extension au préscolaire, soit un modèle permettant l'inclusivité des jeunes formés dans le monde rural dans les circuits économiques. Monsieur Daouda, justement, on va vous lancer sur ça. Donc, on le disait, l'objectif est ambitieux, une généralisation complète à 100% d'ici 2028. Quelles attentes et surtout, quelles mesures pour y parvenir, pour rejoindre un petit peu les propos du professeur Shimi? En fait, celui qui devrait être fier de ces chiffres, c'est le patron de l'INDH. Parce que c'est grâce à l'INDH que tout ça a été fait. L'INDH a poussé les familles à prendre conscience de l'importance de la scolarisation, etc. Et les populations ont aussi compris qu'ils peuvent s'en sortir aussi par la scolarité de leurs enfants. Parce qu'en fait, c'est un investissement. Ils voient leurs enfants gagner en éducation, en instruction, etc. et peut-être sortir de là où ils vivent. Finalement, c'est une échappatoire qui se dessine pour ces familles. Ce qui est positif. Parce que une ascension sociale qui doit se faire comme ça pour donner l'égalité des chances à tous. Et pour cela, on doit être heureux de ces chiffres. Mais ce qui me gêne, c'est ce que disait aussi Shimi, c'est que dans cette communication du gouvernement, c'est toujours des chiffres secs. Comme ça, on est passé de 70 à 80, on est passé de ceci au cela, on a dépensé tant, etc. Mais en termes de qualité, qu'est-ce qui est offert à ces enfants? Est-ce que cet enseignement qui est offert est adapté? Est-ce que ça n'est pas uniquement du gardiennage d'enfants dans des salles obscures, sans aucun moyen pédagogique?
avec une qualité d'enseignant qui est en deçà de ce que doit être le niveau des enseignants, notamment à ce niveau en matière de psychomotricité, en matière de choses très importantes qui sont déterminantes pour l'avenir de l'enfant. Vous faites bien soulever ce point, parce que derrière ces chiffres, il y a 50 000 éducateurs qui doivent être formés convenablement pour pouvoir garantir... Aujourd'hui, on a un problème de formation des enseignants. L'éducation de qualité. Voilà, tout simplement. Donc, si déjà au milieu urbain, le constat est fait que la qualité de l'enseignant a beaucoup baissé, qu'en est-il véritablement dans ces régions, enfin dans les régions qui sont concernées par cette... C'est qu'en fait, matériellement, c'est bien. Quantitativement, on a des salles, on a un enseignant, on a des enfants qui sont là. Ça, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on va gagner de tout cela? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme véritable instruction, comme formation, par la suite valeur ajoutée, finalement. Qu'est-ce qu'ils vont gagner de ça? On va passer donc à un autre sujet, à moins que M. Bouffouz, vous ayez un mot à dire sur le sujet avant qu'on... Pas grand-chose à ajouter, ça a été très bien expliqué. Il ne faut absolument pas confondre taux d'accès et qualité réelle. Effectivement, c'est une véritable révolution. Nous, notre génération, on se souvient que dès qu'on atterrissait, on arrivait à 6 ans et demi, 7 ans, on rentrait directement dans un système éducatif. Nous devions apprendre à écrire, nous devions apprendre à lire tout d'un coup. C'est très... c'est-à-dire... un choc. C'est un choc. Alors aujourd'hui, le préscolaire permet justement d'arriver tout doucement, en 2 années, 3 années, avant d'arriver à la première classe donc, du primaire. On leur apprend déjà à lire, à écrire, à déchiffrer des nombres, etc. Avec le jeu, majoritairement, c'est ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas y aller franco, justement, avec un choc psychologique, mais il faut y aller doucement. L'enfant doit jouer jusqu'à 7 ans, même jusqu'à 8 ans. D'accord, il est encore en train de s'émanciper de son environnement d'enfance. Il ne faut pas le rentrer dans un système, en plus de ça. L'école marocaine a eu, même si elle était très bonne formatrice, etc., elle a toujours gardé une très mauvaise réputation, justement, de sévices corporels, en l'apprentissage à la baguette. Ça fait très longtemps. Oui, mais ce qui a produit, ça existe toujours, ça existe toujours à l'école publique et dans le rural aussi. D'accord ? Donc, il faut justement voir, est-ce que ce préscolaire, qu'est-ce qu'il apporte en matière de qualité? Qui encadre, justement? Qu'est-ce qu'on leur apprend déjà aux petits gamins? Qui les encadre? Donc, quelle formation ils ont, ces jeunes, justement, qui encadrent? Et puis, dans quelles conditions ils les encadrent? Est-ce que ces écoles aujourd'hui, enfin ces classes, sont communément bien dotées en matériel? Un gamin, quand il est dans le préscolaire, il doit faire sa sieste. Est-ce qu'il y a les matelas suffisants? Est-ce qu'il y a cet accompagnement, etc. Donc ça reste encore un gamin. Est-ce qu'il a le goûter, etc. Donc toutes ces choses-là, le ministre doit nous en parler. Pas simplement dire en tout cas, on soulève les questions, on est en train de les soulever. C'est à chaque fois, c'est ce problème-là que nous avons justement des débuts de vérité, mais nous n'avons pas toute la vérité. On doit tout savoir, c'est-à-dire il faut se poser, dire les chiffres, dire etc., permettre aux médias d'aller faire des enquêtes, d'aller voir, et pas simplement aller faire des documentaires dans des zones bien fournies, mais aller à l'improviste, voir réellement cette réalité. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose, c'est une véritable révolution aujourd'hui dans l'éducation, quand on sait qu'au Maroc, encore une fois, et c'est malheureux, c'est comme ça, c'est que sur une classe d'âge, quand on rentre au primaire, il n'y a que 10% qui arrivent à l'université et qui terminent. Donc, c'est-à-dire que 90% des étudiants et des élèves quittent le cursus scolaire. Et ça, c'est très dangereux parce que nous avons des décrochages scolaires, nous avons des 300 000, des 400 000 gamins par an qui sortent. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des jeunes qui sont en dehors de toute formation, ce qu'on appelle les NEETs. L'importance des formations professionnalisantes qu'on peut intégrer de plus en plus. Pourquoi faire des formations professionnelles? Aujourd'hui, on est obligé d'investir des milliards de dirhams pour rattraper le retard, alors qu'en accompagnant les jeunes, on pourrait augmenter justement le taux de cette
cette classe d'âge qui arrive à l'université. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et créer plus de Bien sûr, c'est un richesse. coût, bien sûr. Avec un retour sur investissement qui reste très positif. Dans Bien tous sûr, les si cas. nous avons des ambitions, ben, il faut se doter des moyens, des ambitions. Voilà, il faut se donner les moyens, des ambitions. Nous allons passer à une autre citation. Elle est pour vous, celle-là, Monsieur Sahimi. Je ne suis pas une parachutée. Aucun membre de ma famille n'avait d'engagement politique. J'ai l'honneur d'être la pionnière. Donc, c'est une citation de Fatima Saadi, qui est donc membre de la direction collégiale du PAM, donc Parti Authenticité Modernité. Qui est-elle? Qui est cette figure? Que peut-on dire de cette gouvernance aussi renforcée collégiale? Alors, vous posez le problème du PAM et de la crise qu'a connue ce parti donc, en octobre dernier, avec donc, le départ forcé d'un membre de la direction collégiale qui comprenait 3 membres, en l'occurrence Fatima Mansouri, Mohamed Mahdi Ben Saïd et Salah Eddine Aboulghali. Je ne reviens pas sur les conditions qui ont conduit au départ forcé de Salah Eddine Aboulghali, elles sont connues de nos téléspectateurs. En octobre, précisément à l'occasion d'un conseil national de ce parti, a été élue donc Madame Fatima Saadi. Alors, il faut d'abord saluer. Ce n'est pas souvent qu'on le dit, mais il faut le dire, qu'il y ait 2 femmes dans une direction collégiale formée de 3 membres. Justement, alors, ça en dit beaucoup sur la parité bien. déjà, oui. C'est bien, je note que sur les 34 partis politiques qu'il y a sur la place, il n'y a que Nabila Mounib, donc, qui est dirigeante d'un parti, vous le savez, et maintenant nous avons 2 femmes sur 3 qui sont dans la direction du PAM. Alors, pourquoi elle? Avec l'une qui ambitionne d'être chef de gouvernement. Ah, pourquoi pas? Vous savez l'ambition politique n'est pas inconstitutionnelle. Tout le monde a des ambitions. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette gouvernance collégiale, justement? Il faut voir comment ça va fonctionner. C'est toujours difficile de diriger un parti à 3. Un parti à 3, d'autant qu'il y en a 2 qui sont ministres et elle n'est pas ministre. Alors, pourquoi elle? D'abord, il y a un paramètre informel qu'il faut relever pour l'observateur que je suis, c'est qu'elle est d'El Hoceima. Et le PAM, c'est intéressant, a toujours été monté sur la base d'équilibres régionaux. Mon ami Boufous est d'accord avec moi, ce que je vois, c'est-à-dire Marrakech. C'est intéressant, Fatima Mansouri et les autres, avec Chichen et d'autres, etc., Khalassrana, etc. Le RIF, du temps de la belle époque de Ilyas Omari, évidemment, et puis le centre, en l'occurrence, en l'espèce, c'est Mohamed Mahdi Ben Saïd de Rabat. Donc il y a là un dosage régional qui est intéressant. 2, elle a un parcours. C'est vrai, ça n'est pas une parachutée. Elle a été présidente de la municipalité d'El Hoceima pendant 5 ans ou 6 ans jusqu'à 2015. Ensuite, donc, elle a été députée du PAM de 2015 à 2021. Donc, elle a un parcours, c'est extrêmement intéressant. En plus, elle a un niveau, elle est universitaire, elle prépare même une thèse, vous voyez, c'est intéressant. Et donc, c'est un pur produit du PAM, mais du PAM nouvelle version. Pas le PAM des affairistes, pour ne pas dire autre chose, que l'on a connu pendant la saison 1, si je puis dire. Donc voilà, il faut saluer ça. C'est bien, ça témoigne du souci qu'il y a au sein de ce parti de donner un autre visage aux qualificatifs négatifs qui ont marqué son historique. Son historique, le PAM a connu un certain nombre de situations, de spasmes, de crises, etc. Et il a beaucoup à faire, évidemment, dans l'optique des élections de septembre de 2026, pour faire de la place à des compétences, etc. Et donc, il faut, je crois, saluer cette décision-là. Monsieur Boufous, quelle perspective, justement, pour les élections à venir, cette gouvernance collégiale? Écoutez, ils auront des problèmes. Qui va être le chef? Est-ce que c'est Fatima Zahra? Est-ce que c'est Ben Saïd? Est-ce que c'est Madame Fatima? Donc, très bien. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, ce mode de gouvernance, ce triumvirat à la tête du PAM. Aujourd'hui, on voit un parti qui cherche
à changer d'image, à sortir d'une certaine image que je pourrais qualifier de sulfureuse vers quelque chose de beaucoup plus présentable. C'est bien qu'il y ait des femmes dans la politique, c'est un très bon signe. Maintenant, ça pose de manière générale, et ça transcende le PAM pour aller vers toutes les parties de la classe politique, c'est le mode de fabrication des élites politiques aujourd'hui au Maroc. Comment on peut convaincre aujourd'hui des gens pour venir faire de la politique à un moment où le tous pourri, le tous, c'est-à-dire trafiquant ou voleur, etc., est quelque chose qui est totalement fausse, mais qui est véhiculé dans l'opinion, d'accord, et qui pose problème pour ce qui est de l'engagement politique des citoyens. Il est important que les gens rentrent en politique, il est important que les gens viennent débattre dans le cénacle politique, mais qu'est-ce qu'on leur envoie, qu'est-ce qu'on leur donne à voir? On ne leur donne pas, il n'y a pas beaucoup d'appétit. Donc il y a très peu de débats. Aujourd'hui, nous venons... Vous appelez un climat de confiance? Nous venons déjà, nous, ça fait plusieurs années que nous venons avec nos amis sur les plateaux de télévision. C'est vraiment très rare, si ce n'est peut-être jamais, à avoir un homme politique en face pour être questionné, qu'il y ait de la contradiction, enfin, qu'on apporte un débat public. Pourquoi il fuit les plateaux? Et après, il se pose des questions. Donc, encore une fois, si on veut vraiment travailler pour ce pays, pour l'intérêt de ce pays, servir ce pays et ne pas se servir de ce pays, d'accord, il faut élargir donc le champ d'adhésion, d'accord, convaincre, et que ce ne soit plus les cadors des partis qui décident eux-mêmes, sans véritable démocratie. On l'a vu avec certains partis, notamment l'ISFP, où le secrétaire général postule encore pour un 4e mandat, alors qu'il faut laisser de la place aux nouveaux visages, pas forcément jeunes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on fait forcément de la politique, de la bonne politique. Non. Le jeunisme n'est pas une vertu. Exactement. Il faut laisser des gens compétents, il faut convaincre les gens du privé de venir en politique, parce que c'est un véritable sacerdoce, hein, la politique. C'est pas évident. Maintenant, pour vraiment travailler le pays, nous avons des échéances extraordinaires qui vont arriver, notamment politiques, d'accord, notamment au Sahara, avec la question de l'autonomie. Il faut qu'on ait des élites compétentes, justement, pour que demain, on puisse aller de l'avant. Voilà. Communiquer davantage dans un climat de confiance. Ah, bien sûr. Bien évidemment, sûr. être ouvert. Et pour une fois, il faut aussi instaurer un climat de confiance, et puis qu'il y ait cette question de reddition des comptes, et puis cette loi sur l'enrichissement personnel, etc. Il faut faire voter des choses pour rétablir la confiance, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui veulent venir en politique. Mais quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui en politique, on n'a pas envie d'y aller. Il y a cette crainte. Voilà. Pour conclure sur ce point, Monsieur Daouda. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première chose, pourquoi cette sortie-là? Parce qu'en fait, elle pose un problème de contexte. Parce qu'elle n'est pas venue comme ça, elle ne s'est pas réveillée un beau matin pour dire voilà, je suis pionnière, je suis. Parce qu'elle et puis en même temps. Contestée au sein du parti. Probablement, c'est ça le contexte. Et à côté de ça, il y a une question de légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, elle se donne une légitimité en disant que c'est une militante, etc. Et donc, tout ça dénote quand même d'une certaine problématique ou d'un marasme au sein du parti pour la direction du parti. C'est ça que ça veut dire. Nous allons aller dans l'actualité internationale, nous diriger direction l'Iran, alors où des manifestations spontanées ont commencé il y a maintenant 6 jours, plusieurs morts. On va commencer par la citation « La douleur commune s'est muée en cri dans la rue. Depuis 4 jours, le peuple se tient debout, non pour se plaindre, mais pour réclamer le changement. Changement, cette révolte est une volonté qui a décidé d'avancer et de faire avancer l'histoire. » Donc ce sont les propos de Jafar Panahi, cinéaste iranien. Monsieur Shahimi, quelle est la situation actuelle en Iran? Quelles sont les revendications des manifestants? Quel impact aussi c'est une situation économique qui a généré donc cette mobilisation, l'inflation, la hausse des prix. Donc quel impact a cette situation économique sur la vie politique du pays? Le régime des mollahs en Iran remonte à février 1979, avec le retour de Khomeini, tout le monde le sait, donc ça fait 46 ans. Voilà une société qui, en 46 ans, c'est 2 générations en moyenne. Voilà une société donc qui n'a connu que le régime des mollahs.
en particulier pour ce qui est donc des trentenaires, des quaternaires, ceux qui ont, etc. Donc voilà une société confrontée à un système hermétique, fermé, répressif. Premier volet. Deuxième volet, c'est un régime qui est confronté à une situation internationale extrêmement difficile. Il y a des mesures de sanctions, vous le savez, du fait des problèmes pour ce qui est de contrôle de l'enrichissement nucléaire. Il y a des pressions américaines. Le président Trump a déclaré hier, il y a eu 6 morts, il faut le dire, et des dizaines de blessés. Il a dit que si le régime continuait à réprimer, il allait intervenir. Donc la pression est très forte. Ce régime, c'est une, je le dis sans excès, c'est une faillite économique et sociale. Faillite économique et sociale, je vais vous donner quelques chiffres à ce sujet. Le taux de change du dollar en Iran, c'est, tenez-vous bien, 1,42 million de rials. C'est-à-dire, quand vous avez un dollar, vous pouvez le changer, donc, c'est 1,37 officiellement, mais c'est la carte de marché noir. C'est-à-dire que vous prenez une valise pour changer un dollar et c'est 1,242 millions. Et ça s'est aggravé depuis février. En février, c'était un dollar pour 900 000 rials. Deuxième élément, le pouvoir d'achat. C'est là votre question. Le pouvoir d'achat s'est fortement détérioré. Les prix alimentaires de base ont augmenté de 66%. J'y ajoute une inflation, chiffre officiel de chez eux d'ailleurs, de 52%, alors que les salaires n'ont augmenté de 27%. Donc vous voyez le processus de détérioration du pouvoir d'achat. À côté de ça, il y a une politique financière qui est contestable. Il y a $1 milliard qui a été donné au cours de l'année 2025 à qui? Au Hezbollah libanais. Donc il y a quelque chose qui pose problème pour ce qui est de la gouvernance. Tenez-vous bien, c'est un pays pétrolier, vous le savez, mais c'est un pays pétrolier qui importe quoi? De l'essence, du fait de l'insuffisance des stations de raffinage. Et puis, c'est un pays où il y a des pannes d'électricité, etc. Donc, il y a un phénomène générationnel qui fait que en Iran, il y a une forte contestation sociale qui s'est exprimée voici 2 ans, vous le savez, avec des manifestations de femmes qui ont fait reculer le régime. Et la réponse de Ali Khamenei, donc, c'est de dire quoi? C'est de dire, de manière surprenante et paradoxale, il faut que le ministre de l'Intérieur prenne en compte les revendications légitimes des citoyens, mais nous serons fermes sur le respect de l'ordre public et de la légalité. Quelle légalité? Je vais le citer. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'écouter les revendications légitimes des manifestants afin que le gouvernement puisse agir de toutes ses forces pour résoudre les problèmes. Donc un appel plutôt à l'apaisement Alors, je retiens ce que vous avez dit. Nous sommes en 2026. Comment les choses peuvent évoluer? Il y a, première évolution, me semble-t-il, c'est celle qui me paraît la plus probable, c'est quand même le renforcement de l'autoritarisme et de la répression du régime. C'est un régime qui tient sur la base de quoi? Il tient sur la base de structures sociales et militaires particulières, les gardiens de la Révolution. On ne peut pas comprendre la situation politique en Iran si on ne prend pas en compte, non pas les partis, évidemment, ni les mouvements contestataires, ni les jeunes, ni la société civile, etc., mais le fait qu'il y a un bloc structurant au sein du régime des mollahs, qui est celui des gardiens de la Révolution, qui sont des effectifs de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et qui ont de gros intérêts dans le secteur économique et financier. C'est extrêmement important. Donc l'évolution la plus probable, ce n'est pas un effondrement dans les prochaines semaines du régime des mollahs, c'est le fait qu'ils sont confrontés à une situation où il leur faut en même temps préserver leurs intérêts supérieurs, ce qu'ils estiment être leurs intérêts supérieurs, et en même temps essayer de juguler, de faire face à une contestation sociale qui est réelle et qui, à terme, se posera de manière nouvelle en 2026, 2027, au-delà. Mais c'est un régime qui est marqué donc par du sceau de l'échec historique. Nous allons maintenant en Russie. Autre déclaration, on va essayer de faire vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je peux dire 2 mots de ça? Très rapidement, allez-y, monsieur Daouda. En fait, il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, ces mots-là sont venus avec un modèle soi-disant bienfaisant pour le peuple. Et que la première des choses qu'ils ont faites, et ça a été leur première erreur, c'est qu'ils ont écarté quasiment toutes les compétences, quand ils ne les ont pas fait disparaître dans des conditions
douteuse. Et par la suite, ils se sont mis à dos toute la communauté internationale parce qu'ils ont commencé à agir au-delà de leurs frontières, notamment par des proxys, Hezbollah, etc. etc. Aujourd'hui, ils sont acculés à répondre à un peuple qui est désespéré. Tout simplement parce qu'il est révolté. Hein. Ils sont désespérés, c'est plus qu'une révolte. Voilà, en fait, c'est comme un oiseau dans une cage qui n'arrive pas à trouver ni d'eau, ni de graines, et qui est là et à qui on propose des solutions à chaque fois, bon, disons avec des promesses creuses qui ne tiennent pas la route. Et finalement, ces mouvements sont à répétition. Et c'est des mouvements qui n'ont pas abouti encore. Celui de 2022 était encore plus fort que celui d'aujourd'hui. Mais vous savez, ça c'est l'histoire, c'est Ibn Khaldun qui le disait très bien. Quand les contestations commencent à avoir pour substrat le niveau de vie, les taxations, l'inflation, etc., il est difficile de les arrêter. En tout cas, le cri du désespoir du peuple iranien. On va aller maintenant sur la Russie avec vous, Monsieur Boufous. Donc cette citation, étant donné la dégénérescence complète du régime criminel de Kiev, qui s'est tourné vers une politique de terrorisme d'État, la position de négociation de la Russie sera révisée. Donc c'est une déclaration de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, suite à une attaque qui a ciblé la résidence du président, attaque présumée que réfute d'ailleurs l'Ukraine, la Russie qui accuse l'Ukraine d'être derrière cette attaque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet très rapidement pour qu'on passe au sport, parce qu'il nous reste moins d'une dizaine de minutes? Je dirais simplement que l'escalade verbale est assumée par les Russes. Aujourd'hui, c'est un langage qui n'est pas nouveau. Mais bon, ça pose une question aujourd'hui sur la réalité de cette force de l'Union soviétique et après de la Russie, que nous avons vue pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils s'embourquent quand même en Ukraine. Bon, ils disent que effectivement, c'est toute l'Europe qui s'est liée, les États-Unis qui donnent. Mais ça prouve aussi que l'État russe est aussi traversé par des dissensions à l'intérieur, qu'il n'arrive pas aujourd'hui, ne serait-ce qu'à mobiliser son armée, alors qu'il disait qu'au début de l'invasion de l'Ukraine, qui ferait leur affaire de l'Ukraine en une semaine, etc. Donc, aujourd'hui, il faut une autre guerre qui a trop duré. Il faut que ces gens-là s'assoient. Dans cette région du monde. Tout à fait. Toutes les guerres ont trop duré ou longtemps duré dans cette région. Tout à fait. En plus, l'Ukraine, c'est véritablement le grenier de l'Europe. C'est les plus vastes terres cultivables d'Europe en Ukraine. Donc les matériaux rares sont aussi nécessaires à la fabrication des microprocesseurs, etc. Donc ça amène beaucoup de convoitises. Mais dans cette effervescence occidentale, il ne faut pas oublier la constance du discours russe qui disait à l'Europe et au reste du monde ne vous approchez pas trop de nous, restez à bonne distance parce que c'est notre ère d'influence. Les États-Unis en premier sont allés de travers, donc ce qui a posé ce problème et qui a eu cette guerre. C'est la même chose qu'on oublie souvent, qui s'est passé en 1960, dans les années 60, avec la crise des missiles de Cuba. Ce n'étaient pas les Russes qui sont partis en premier mettre les missiles à Cuba, c'est les Américains qui ont mis leurs missiles en Turquie. Et la Russie a répondu. Donc, dans toute cette rhétorique, je veux dire, toute cette information, il faut prendre toujours des pincettes et regarder qui est le véritable agresseur et voir après, derrière, c'est quoi l'objectif. Mais je pense qu'ici, il faut qu'ils se mettent à table, il faut qu'ils trouvent une solution, parce qu'encore une fois, c'est toujours les innocents qui partent, c'est toujours les familles, les enfants, les vieillards qui meurent. Une solution qui soit durable, en tout cas, pour une paix durable. N'acceptera pas autre chose qu'une solution russe avec les objectifs qu'il avait définis au départ. Et quelles que soient les pressions du président Trump, vous le voyez, etc., Vladimir Poutine, il a une vision stratégique, il a une idéologie, et je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'un certain nombre de positions de la Russie ne seront pas validées dans le processus de négociation. Nous allons revenir au Maroc, le sport, la CAN, et puis cet appel vibrant lancé par le sélectionneur national, donc au public. Nous ne pouvons pas gagner le trophée seuls. Les supporters doivent agir
comme notre 12e joueur. Donc c'est Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale. Monsieur Daouda, d'abord. Non, sur ce sujet. il va être plus compétent que moi, si vous Monsieur le permettez. Daouda, En 10 secondes. Elle est pour lui, celle-là, En normalement. 10 secondes, je vais être provocateur à l'endroit de mon voisin ami Azizouda. J'aime pas beaucoup, moi, l'impérialisme du public. Ça me gêne beaucoup. En tout cas, on a besoin du public. Oui, mais L'équipe a besoin bien sûr qu'on a besoin du public. Mais qu'est-ce aussi. qui se passe aujourd'hui? Il suffit que l'équipe nationale fasse un match nul pour qu'il y ait une levée de bouclier et une évolution donc des opinions publiques. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a je dis bien des dizaines de millions d'experts du foot au Maroc. Ah oui, 40 millions. Voilà. Vous mettez les nouveaux-nés En aussi. tout cas, pour Walid Regragui, le schéma... Le public, oui. Le public doit soutenir, mais doit soutenir jusqu'au bout et ne pas être arbitre des conditions de sélection du 11 national. Il faut laisser Walid Regragui faire son job. Et il le fait très bien. Pour Walid Regragui, le schéma tactique est simple. Sur le terrain, ils sont 12, ils ne sont pas 11, avec le souffle de tout un pays derrière. Monsieur Daouda. En fait, c'est une façon aussi de se défouler un peu. Parce que je comprends la pression que vit Walid Regragui. La coupe est ici, le public attend une victoire depuis déjà très longtemps, et surtout avec le niveau de, disons, le classement FIFA de l'équipe du Maroc, qui est considérée être la meilleure équipe d'Afrique. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'il est dans une situation très difficile. Je le plains pour cette situation-là, qu'il aurait peut-être aimé ne pas vivre. En tous les cas, il est en train de se lancer des défis, et celui notamment de gagner la Coupe, parce qu'il a promis la Coupe lui-même en tant que sélectionneur depuis des mois. La question maintenant c'est que ce genre d'appel est à double tranchant. Parce que si le public est là, comme il l'a été, d'ailleurs parce qu'en fait, il s'est un peu désolidarisé à la fin du match contre le Soudan. Un peu désolidarisé, parce qu'ils ont commencé contre le Mali. Le Soudan, je sais pas voilà, pourquoi le match nul. Voilà, le match nul. Le public s'était un peu désolidarisé, il a un peu sifflé. Par la suite, il y a eu des commentaires très virulents à l'encontre du sélectionneur. Il y a eu une grosse etc. déception. Oui, il y a eu une grosse déception. Elle a été exprimée. Alors que ce n'était pas une défaite. Hein. Non, ce n'était pas une défaite, mais c'est la manière aussi. C'était un non-succès. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il y a eu une réponse sur le terrain. Le troisième match était quand même plutôt réussi. Et aujourd'hui, en faisant ce genre d'appel, le public va être là. De toute façon, il est là. De toute façon, il est là. Le terrain est sold out. Le public va être là. Il va pousser. Et si ça ne marche pas? On va dire que c'est le public qui... Vous voyez, non, je pense que ce genre de déclaration, c'est beaucoup plus une façon de se défouler qu'autre chose, et qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Aussi, parce qu'il sait que c'est les 11 sur le terrain. Un appel à la solidarité d'avant. Oui, mais elle est acquise. Elle est déjà acquise. Elle est acquise, la solidarité. Il n'y a pas de question sur ça. Effectivement. Monsieur Boufous, un mot là-dessus. Écoutez, moi, je n'ai rien contre les supporters en sac Chanel, hein, bien au contraire. Voir aujourd'hui que les femmes viennent sur les terrains, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Pendant très longtemps, vous voyez, moi, j'ai bien au contraire, le sport et surtout le football et le sport roi au Maroc, il est devenu très populaire autour de lui aujourd'hui, grâce au football aujourd'hui. Presque tous les Marocains connaissent l'hymne national, c'est merveilleux. Il a été créé, voilà. Les paroles ont été créées. Et justement, en 1970, l'hymne national, il a été mis en chanson et en verbe, justement, pour la Coupe du Monde du Mexique. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai écrit un long article, justement, sur ce 12e joueur, qui est le public, en disant qu'aujourd'hui, bon, le sport, le foot, d'abord, est quelque chose de populaire, et les joueurs viennent en majorité des classes populaires. Ils ne viennent pas de l'élite. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui au Maroc des enfants de l'élite jouer en équipe nationale ou même en équipe de première division? Non. C'est le même cas dans le monde entier. Hein. Donc c'est le même cas dans le monde entier. Donc là, c'est normal que les supporters aussi soient des gens du peuple, mais aujourd'hui, cette transformation du football qui ramène de nouvelles générations, qui nous ramène de nouvelles classes sociales dans le terrain, c'est quelque chose de formidable. L'essentiel, encore une fois, moi, ce que je demande, c'est qu'on nous donne des tickets.
parce que nous n'avons pas trouvé de ticket. On peut juste on aller va revenir voir à ce un débat. match, on n'y Il y a les arrive fan pas. zones, il y a les D'accord. fan zones. Alors, si la fédération peut nous faire cadeau de quelques tickets, ça serait bien. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, il y a les fan zones, Monsieur Daouda, n'est-ce Voilà. pas? Oui, il y a toute une ambiance. Et puis, sincèrement, regarder de chez plus soi aussi, important, c'est c'est de très gagner. agréable. Et nous avons Quelque- construit des terrains fabuleux Absolument. dans un temps record extraordinaire, d'accord, avec un savoir-faire marocain local en termes d'entreprise, en termes d'ouvriers, en termes d'ingénierie, De maîtrise. d'accord. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Nous revenons vraiment de loin. Nous sommes aujourd'hui capables, dès demain, d'organiser une Coupe du Monde, d'accord. Nous avons les moyens, nous avons mis les moyens. Nous C'est un savoir-faire on a les exportable. compétences. nous nous sommes endettés, et c'est de l'endettement bénéfique, parce qu'encore Positif. une fois, tout ce que nous avons construit, tout ce que nous allons Il y construire aura un en termes retour de sur investissement, bien ça va sûr. être un cap pour que le Maroc sorte vraiment du sous-développement. Et soit, c'est le même cas qu'a vécu l'Espagne en 1982. Nous sommes sur la même voie, nous voulons imiter cela, d'accord. Donc il faut une solidarité nationale, il faut que les gens soient derrière cette équipe nationale, d'accord. Et derrière Sa Majesté le Roi, qui a eu cette vision extraordinaire d'avoir justement cette formidable visibilité du Maroc aujourd'hui à l'international. ce qui Mais est économiquement, extraordinaire. c'est d'une rentabilité invraisemblable. Bien Parce sûr. que pour la première fois de notre histoire, on a eu beaucoup de chantiers, de grands chantiers, de très grands Simultanés. chantiers, avec une plus-value qui est restée là. Voilà. C'est ça qu'il faut souligner C'est ça. aussi. Parce que ceux qui ont travaillé. Bien sûr, c'est des actifs. Nous n'avons rien importé, enfin nous avons importé, mais nous n'avons pas exporté enfin, Exactement. des choses. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire à marquer. J'aimerais bien que l'investissement que nous avons fait dans le football sport roi, qu'on puisse le faire aussi dans d'autres disciplines, notamment en athlétisme. Hein, il faut absolument qu'on revienne à nos grands champions, qu'on découvre de grands champions, pas simplement en athlétisme, mais aussi dans les autres sports, d'accord. Et il faut que le sport aujourd'hui soit institutionnalisé dans les écoles avec les moyens, parce qu'encore une fois, nous avons les compétences, nous avons les joueurs, nous avons vraiment des jeunes qui peuvent être champions du monde dans différentes catégories, il faut juste les aider. Ça, c'est un sujet qui pourrait prendre 52 minutes. Inch'Allah. Bref, voilà, vous avez Monsieur compris. Daouda est le meilleur 50 autres expert. minutes. Bien sûr, c'est sûr. Mais Non, mais merci ça fait à- du bien d'écouter Siboufous, Sahimi parler de ces choses-là, ça réconforte. Merci à vous, Monsieur Rachid Boufous. Déjà, je rappelle que vous êtes écrivain, observateur politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous également, monsieur, professeur Mustafa Sahimi. Vous êtes professeur de droit donc à l'université Mohamed V et politologue. Merci à vous. Puis merci à vous également, Monsieur Aziz Daouda. Je rappelle que vous êtes directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin du débrief pour cette semaine. Très bonne soirée.